Bonjour chers internautes, j'ai le plaisir de revenir vers vous pour aborder toujours le concept qu'on avait commencé, qu'est-ce qu'apprendre. Et là aujourd'hui nous verrons la quatrième partie, on avait vu la première, la deuxième et la troisième, nous sommes dans la quatrième partie. Et si vous vous souvenez la dernière fois on avait vu des variables qui sont des variables leviers d'apprentissage, c'est-à-dire c'est des variables qui favorisent le processus apprendre. Voyez, et on avait vu, si vous vous souvenez, le fait de s'appuyer sur l'activité matérielle, c'est-à-dire de mettre les élèves en situation d'activité qui peut constituer un levier qui peut favoriser le processus apprendre, voyez, mettre les élèves le revenu du travail, leur faire travailler, voyez, ça favorise l'apprentissage, on en avait vu, on en avait parlé, voyez, avec les travaux de Freinet, etc., etc. Et c'est ça qu'on appelle les pédagogies actives. C'est rendre l'enfant actif de son apprentissage, acte de son actif, mais également posture de travail, voyez. Et on avait vu également la pédagogie de l'intérêt avec la pédagogie de l'intérêt avec Édouard Claraped, la pédagogie fonctionnelle, voyez, qui postulait que on peut partir des centres d'intérêt des élèves, c'est-à-dire ce qui leur plaît, ce qui leur fasse plaisir, on peut partir de leur hobby, de leur loisir, pour déclencher ce qu'on appelle un processus d'apprentissage, voyez, partir des intérêts des élèves pour les amener vers les savoirs scolaires. On en avait parlé, et c'est également des leviers qui favorisent le processus d'apprentissage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'aborder ce qu'on appelle deux autres leviers, à savoir la qualité de la relation et les interactions sociales au sein de la classe. La qualité de la relation est importante, c'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, il est important que l'enseignant puisse développer ce qu'on appelle une qualité de la relation favorable qui favorise le processus d'apprentissage, c'est-à-dire gérer la classe en favorisant ce qu'on appelle le respect mutuel avec les élèves, en favorisant la confiance et éviter l'arbitraire. Voyez, la classe c'est très important et à ce titre on s'appuie sur les travaux de Carl Rogers sur l'approche centrée sur la personne, voyez, l'ACP, voyez, qui est emblématique de l'effet de cette variable éducative. Celle-ci constitue une variable éducative dans la mesure où l'élève, l'enfant a besoin que l'enseignant lui fasse confiance, voyez, faire travailler l'estime de l'élève, faire travailler l'écoute, faire travailler l'empathie, l'authenticité, le non-jugement, voyez. Tout cela constitue ce qu'on appelle des approches qui favorisent la confiance de l'élève, une meilleure entrée dans les savoirs. Le fait de nommer l'enfant, le fait de lui faire confiance, voyez, le fait de prendre en compte la dimension du traitement de l'erreur au sein de la classe en constitue une, voyez. Et à ce titre, il est important de créer ce climat de classe favorable. On sait qu'enseigner dans des classes, c'est difficile, mais la qualité de la relation est un élément déterminant dans le processus apprentissage. C'est tout ça, tout cela considère des facteurs positifs, voyez, mais attention, il ne faut pas se limiter à la centration sur la qualité de la relation, privilégier la personnalité, le caractère de l'enseignant. L'enseignant doit faire preuve de bienveillance, c'est vrai, certes, d'empathie envers les élèves, voyez, de faire confiance aux élèves. Cela est nécessaire. En enseignant, apprendre, faire enseigner, c'est faire confiance. La relation pédagogique est une relation de confiance, cela est important. Faire confiance à l'élève pour qu'il puisse mobiliser, exprimer toutes ses potentialités, toutes ses capacités dans le processus d'apprentissage. Il est nécessaire de cultiver cette approche de bienveillance, d'un climat de classe positif, favorable aux apprentissages, mais également de prendre en compte l'enfant dans sa globalité, dans une dynamique de compréhension, dans une dynamique d'écoute, de respect mutuel, respecter l'enfant, ne pas le terroriser, voyez, prendre en compte sa subjectivité, ses difficultés, pour l'aider à avancer, à croire en lui, voyez, et à faire jaillir ce qu'on appelle toutes ses potentialités, et c'est cette qualité de la relation qui demeure importante au niveau de la classe que l'enseignant doit cultiver. C'est nécessaire, c'est une variable très importante. Mais le fait de se centrer sur l'objet premier de la didactique, c'est le savoir. La qualité de la relation, aussi bien importante qu'elle soit-elle, l'objet premier dans la classe, c'est le savoir. Au-delà du caractère, de la personnalité de l'enseignant, de l'éducateur, c'est le savoir qui est premier, qui est l'objet premier de la relation didactique. Voyez. Donc attention à ne pas tomber également à être trop bienveillant. Il faut retenir, il faut prendre en compte que l'objet premier, c'est le savoir qui est
l'objet premier de la relation didactique. Et la deuxième variable qu'on voudrait aborder, c'est les interactions sociales. Et quand on parle d'interaction, il y a le verbe interagir. On sait que les interactions favorisent des apprentissages. Interaction entre élèves, mais également interaction entre les enseignants et les élèves qui interagissent. Nous disent les didacticiens constituent un processus d'apprentissage. À ce titre, on a les travaux de Piaget qui considèrent qu'on n'apprend jamais tout seul, voyez, et que la genèse de l'intelligence, il est liée. La genèse de l'intelligence, elle est liée à ce qu'on nomme le socio-constructivisme, c'est-à-dire les apports du milieu social dans la construction de l'intelligence de l'enfant. Donc, le milieu social favorise ce qu'on appelle la construction de l'intelligence, du développement cognitif de l'enfant, nous dit Piaget. C'est ce courant qu'on appelle le courant socio-constructivisme, c'est-à-dire que l'enfant en apprend en interaction avec son milieu social. Il est important le milieu social. Que l'apprentissage n'est jamais un dialogue de deux termes un dialogue à deux termes avec la connaissance, mais que l'apprentissage intervient ce qu'on appelle des interactions humaines. L'apprentissage intervient des actions humaines. Et à ce titre, nous avons également les travaux de Jérôme Brunner qui nous parlent des interactions de tutelle, c'est-à-dire que l'adulte exerce ce qu'on appelle un rôle d'étayage, apporte un soutien, un étayage à l'enfant, une relation d'aide pour que l'élève puisse apprendre et grandir et avancer et progresser. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les interactions de tutelle, ce qu'on appelle la fonction d'étayage de Jérôme Brunner. Et là, attention également, si l'adulte a ce rôle d'appuyer l'enfant, de l'aider pour qu'il puisse apprendre, il n'est pas dit que, par exemple, il n'est pas dit que l'enseignant ou l'éducateur doit se substituer à l'enfant. Vous voyez, il ne faut pas se substituer à l'enfant, ça doit être un rôle d'étayage, d'aide, un accompagnement, mais attention à ne pas se substituer à l'enfant. Et dans cette interaction de tutelle, nous disons Brunner, se développe ce qu'on appelle le langage. Vous voyez, le langage qui joue un rôle essentiel dans l'acte d'apprentissage. Donc, il faut respecter dans cette logique ce qu'on appelle l'autonomie de l'enfant. Vous voyez, ne pas le réduire en un simple exécutant, mais que l'enfant doit être autonome pour apprendre. Donc, toujours dans ces interactions sociales, nous avons également le psychologue russe Vygotsky. Et Vygotsky nous dit que l'apprentissage précède le développement. Vous voyez, contrairement à Piaget, pour qui l'apprentissage suit le développement, Vygotsky nous dit le contraire, que l'apprentissage précède le développement et que le rôle de l'adulte, c'est de jouer un rôle de dynamiseur, vous voyez, des fonctions mentales de l'enfant, que l'apprentissage ne doit pas être à la remorque du développement, mais pour Vygotsky, l'apprentissage doit anticiper en accélérant ce qu'on appelle le potentiel du sujet, contrairement à Piaget. Vous voyez. Et toujours dans ce rôle, toujours dans cette dynamique des interactions sociales qui sont fort importantes, nous avons également la sociologie cognitive, sociologie sociale cognitive de Perret, de Doise et Mounier qui nous montre que les interactions entre les pairs, c'est-à-dire entre les camarades, c'est-à-dire entre les élèves quand ils sont dans une dynamique de travail de groupe ou dans une dynamique de travail de coopération, que les interactions favorisent ce qu'on appelle le désir réel de savoir et que cela accélère ce qu'on appelle les habiletés mentales nouvelles chez l'enfant. Et qu'à ce titre, nous avons ce qu'on appelle le conflit socio-cognitif. Que le conflit socio-cognitif constitue ce qu'on appelle c'est une dimension d'opposition entre différents arguments, entre différentes conceptions, entre différentes idées, dans un groupe où les élèves travaillent ensemble dans une dynamique de coopération et que les idées vont s'entrechoquer, les idées vont s'entrechoquer et à partir de là va jaillir ce qu'on appelle une meilleure idée, une meilleure connaissance. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle le conflit socio-cognitif, c'est-à-dire c'est des idées qui sont sans complaisance, vous voyez, et sans la nécessité de s'ajuster. C'est les apprentissages qui s'opèrent dans une dynamique de construction sociale, dans une dynamique de coopération avec des élèves qui collaborent, qui coopèrent et qui débattent. Quand vous les mettez par exemple dans une posture de débat, voyez, ils peuvent échanger des idées, ces idées contraires, voyez, entre les différents élèves. Cela peut favoriser ce qu'on appelle un processus d'apprentissage, ce qu'on appelle un conflit cognitif, et cela éveille ce qu'on appelle un désir d'apprendre, mais également un désir de savoir. Donc, on a deux leviers qui nous paraissent très importants, c'est la qualité de la relation au sein de la classe, c'est la dynamique de la classe. Si on se récapitule, c'est la gestion de la classe, c'est comment l'enseignant va montrer de la bienveillance, de l'empathie,
comment l'enseignant va traiter l'erreur au sein de la classe, comment l'enfant va prendre en compte les élèves dans le processus d'apprentissage qui constitue cette qualité de la relation. Elle est nécessaire, il faut qu'elle soit bienveillante, il faut qu'elle soit favorable à une dynamique d'apprentissage, mais également favoriser les interactions dans un travail de groupe, favoriser les interactions dans un travail coopératif entre les élèves, pour favoriser ce qu'on appelle le conflit socio-cognitif, mais également ce que Vygotsky nous dit sur la zone proximale de développement de l'enfant, la ZDPD, c'est-à-dire lui donner une tâche pas trop difficile, mais une tâche qui soit à la portée des élèves pour que l'enfant puisse s'engager dans les apprentissages. Donc voilà, on va s'arrêter là, mais on retient que ce sont ces deux variables, les interactions sociales, mais également la qualité de la relation, constituent des leviers importants dans le processus d'apprentissage. Donc on va s'arrêter là. Si vous voulez bien nous suivre dans une prochaine émission, de toujours qu'est-ce qu'apprendre, qui constitue ce qu'on appelle une notion très complexe, qui nécessite d'être débroussaillée, d'être analysée, et c'est ce dont nous sommes en train de faire. Je vous remercie de votre écoute et merci.